Alors, puisqu'on discute, ce que je vous propose, mon cher Michel, c'est de remonter un peu tambour battant tout- toute votre œuvre d'animation de 1979 à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord Et pour alors, cette... qu'est-ce que j'ai fait en 79? Les trois inventeurs? Quel est le C'est mon premier court-métrage officiel. Et qu'en avez-vous comme souvenir là? Quelque chose qui vous vient à l'esprit immédiatement à partager? J'ai beaucoup souffert. Le drame de ma vie, c'est que, d'une part, je suis arrivé un peu trop tôt, et d'autre part, je ne sais pas trouver de l'argent ou intéresser de riches producteurs. Depuis l'enfance, je suis toujours prêt à me tuer au travail, mais je n'avais pas accès aux outils et je n'ai pas pu me tuer au travail. Et les trois inventeurs sont déjà arrivés après une longue période où je n'avais pas de quoi faire ce que je voulais. Et tout d'un coup, j'ai pu le faire et c'était le bonheur absolu. Ça s'est fait à la campagne chez Jean-François Laguilloni, qui était un auteur que j'admirais, que j'admire toujours. Et c'était l'époque où on partait à la campagne et il était vraiment installé au bout du monde, dans les Cévennes. Le matin, je me levais, petit déjeuner, et puis je travaillais jusqu'à la nuit. Jean-François Guéhenny avait très peu d'argent. Le banc-titre était abominable. Il n'avait pas de visée. Il n'y avait pas de mise au point automatique. Et suivant que je montais et descendais la caméra, j'oubliais la mise au point. Donc je perdais des semaines de travail, parce que comme on ne voyait pas ce qu'on faisait, je ne voyais pas que c'était flou. Mais j'ai fait un film, j'ai tout fait tout seul et j'étais absolument heureux. Je vous emmène dans le temps à nouveau. Beyond Oil, un film d'entreprise de Michel Oslo. Racontez-nous. Les trois inventeurs ont été produits par les trois AAA et ils m'ont apporté au moins 2 films de société. Là aussi, j'avais des choses à faire et ça me plaisait. Et j'ai fait l'histoire de la lubrification industrielle, mais je l'ai fait très sérieusement et les commanditaires étaient ahuris. Ils pensaient que j'étais un petit dessinateur qui savait rien. Non, je suis allé à l'école des arts et métiers et à la bibliothèque et j'ai étudié la lubrification et j'ai fait une histoire avec des dessins un petit peu naïfs, et ça m'a plu. D'abord, je faisais de l'animation et puis j'apprenais la lubrification. Quelques années plus tard, nous sommes en 1984 et vous réalisez, pardon, votre première série télévisée d'animation, La Princesse Insensible. C'est la seule chose que m'ait rapporté les trois inventeurs. Les trois inventeurs ont eu des prix, et le plus important, c'est un BAFTA à Londres. Mais ça ne m'a pas rapporté de travail, sauf celui-ci. J'ai oublié le nom de cette dame qui faisait Récréa 2 et qui a aimé les trois inventeurs. Elle m'a dit faites-moi quelque chose dans le style des trois inventeurs. Alors j'ai gardé le XVIIIe siècle, mais j'ai mis un peu plus de couleurs. Faut pas pousser. C'est venu comme ça, et cette personne m'a dit vous faites ce que vous voulez, et je ne viendrai pas vous ennuyer pendant le tournage. Je sais que je serai heureuse à la fin. C'est extraordinaire. Ça, c'est une... Elle a été heureuse à la fin. Est-ce que vous souhaitez parler de ce court-métrage qui s'appelle Les Quatre Vœux dans son titre Alors, réduit? les quatre vœux, il y a aussi Jean-François Laguieni qui intervient, parce que je le fais dans le cadre de sa société, La Fabrique, dans un petit pays perdu. C'était l'époque où on voulait montrer qu'on ne faisait pas du Walt Disney. Et ce film, c'est pas du Walt Disney du tout. Et c'est d'après un fabliau du Moyen-Âge que j'ai relativement respecté. Mais avec l'image, ça va beaucoup plus loin.
c'est beaucoup plus... ça vous fait plus sursauter dans votre siège. Et il y a des gens qui disent le film Grivois, c'est pas Grivois du tout, c'est paillard. C'est pour rire à gorge déployée. Après les quatre vœux, vous avez... je fais des petits sauts dans le temps parce que votre filmographie est tellement dense qu'on y passerait la nuit. Je Mais la trouve un peu courte. Hein. votre filmographie, Oui. vous auriez aimé... Bon, vous êtes encore en train de la continuer déjà. Oui, j'ai plusieurs projets. On y viendra peut-être, mais on va continuer à la traverser un peu. Icare, en 1989. Alors, c'est en fait une commande de 3 télévisions qui voulaient un spécial Noël. Donc j'ai travaillé pour la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, chaque pays croyant être le seul et le seul maître. Donc c'est un exercice connu. Donc j'ai fait une histoire avec 3 histoires et une histoire de liaison pour lier les trois histoires. Et cette liaison a été faite en Grande-Bretagne et on voyait les personnages de jour. Ça a été animé fort cher en Grande-Bretagne et pas bien du tout. Et le fait qu'on voit les personnages au soleil ne m'allait pas. Je ne veux pas qu'on sache la couleur de la peau de ces personnages. Et donc j'ai supprimé l'histoire de liaison et je n'ai gardé que 3 contes autonomes. Donc vous ne saurez pas quelle est la couleur de leur peau, et moi-même je ne sais pas. Peu importe finalement. Ah non, c'est très bien qu'on ne sache pas. C'est un des messages. Ce que je vous propose, c'est de faire un bond en 1998, votre premier long métrage d'animation, le très célèbre Kirikou et la sorcière. Est-ce que vous auriez des secrets à nous révéler sur sa réalisation, sa production, quelque chose que le public ne sait j'ai pas? plusieurs secrets. Il y en a 2 et c'est des miracles. Karaba, demi-nue et pleine de bijoux, c'est impossible à animer en dessin animé. On n'arrive pas à garder la beauté du corps et du visage dans toutes les positions. Au bout d'un moment, ça flotte un peu. Ensuite, notre œil de spectateur sait comment est faite une belle personne. Et quand c'est pas bon à l'écran, on le sait que c'est pas bon. Donc il y avait cette impossibilité. Alors j'ai décidé d'animer peu Karaba, mais de l'animer bien. Et elle reste sur le pas de sa porte, et tout ce qu'elle doit faire, c'est des esclaves de bois qui le font. Ça nous a permis de livrer le film. C'est-à-dire que les fétiches, ils n'ont pas de jambes, et on fait comme ça. Donc c'est très rapide à animer, c'est du bois très raide, tout passe. Tout passe. Et surtout le fait que ça avance en raclant le sol, c'est très facile à faire. Donc je gagnais sur plusieurs tableaux à inventer de nouveaux personnages, des personnages rigolos et des personnages inquiétants, et qui faisaient tout ce que je voulais. Donc ça, c'est le premier secret. C'est le premier secret. Quel est le second, c'est un miracle tombé du ciel. Dans mon premier projet, les hommes étaient réellement mangés par Karaba. Et il n'est pas question qu'ils reviennent. Et à la fin, quand l'amour résout tout, je me suis dit, mais c'est terrible qu'on ne revoie plus les hommes. Ça n'est pas une fin totale. Les hommes manquent, et ça n'est pas une bonne fin. Et tout d'un coup, donc, du ciel est tombé, je ne sais pas, un éclair. Et si les hommes, c'était les fétiches, et Karaba ne mangeait personne, mais elle se vengeait sur les hommes en les transformant en esclaves. Et je trouve que c'est une punition, enfin une action beaucoup plus intelligente que juste les manger. Donc elle n'a mangé personne,
et je peux faire revenir les hommes, et là c'est une belle fin. Tout le monde est réuni, et que tout le monde est embrassé, y compris les enfants qui ont retrouvé leur papa. Et j'ai terminé sur le silence. Tout le monde recueilli. Ils font pas la fête, ils sont émus et ils s'étreignent. Voilà, et c'est une meilleure fin que si elle avait mangé tout le monde. Donc tout ça, ça vient de... On n'est pas assez fort pour animer une belle femme avec trop de bijoux. Alors, Kirikou et la sorcière, ça c'est 1998. Il y a le terme de sorcière dans ce titre. Sorcière que nous avions en 92, enfin le sorcier avec la belle-fille, on a les princes. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous anime autant avec les princes, les princesses et les sorciers et les sorcières? Et les princes et les princesses, c'est tout simplement la fille idéale dont on rêve ou le garçon idéal dont on rêve. Et c'est quand même une matière traditionnelle pour les contes classiques. Il y a beaucoup de princes et de princesses et ça fait rêver. Surtout les princesses, parce qu'on peut très bien les habiller avec encore des bijoux. C'est un bon matériau, un matériau qui fait rêver. Mais souvent, vous pourrez observer que les princes et les princesses essaient de sortir de leur rôle et de se libérer. Ça arrive très souvent. Dans le dernier que j'ai fait, il y a en effet une princesse, mais une fois qu'elle est délivrée du méchant, elle ne veut plus être princesse. Avant le mariage, elle ne propose plus le mariage, elle veut voir du pays. Je continue à faire des bonds dans votre filmographie, un peu comme le lapin d'Annecy. On n'allait pas passer un moment avec vous sans évoquer Azur et Asmar, et vous l'avez fait avant nous. À nouveau, est-ce que vous avez des secrets à confier à Annecy sur Azur et Asmar? En général, les secrets, j'en ai pas. Je n'éprouve pas le besoin de le cacher. Azur Asmar, c'est une entreprise très sérieuse. Après Kirikou, je me suis dit, moi j'ai mis 6 ans. Alors, je vais consacrer encore 6 ans à faire un film. Il faut que ça me tienne aux tripes. Et j'ai pensé d'abord à la guerre, mais la guerre, je ne peux pas la faire, même mon animation. Et l'hostilité quotidienne entre gens différents dans un même pays. J'ai fait une liste de toutes les différences, hommes, femmes, vieux, jeunes, riches, pauvres, installés, émigrés, chrétiens et musulmans. Et à partir de ça, j'ai fait un conte de fées. J'ai tout inventé. Je peux quand même dire que tout le monde était débutant. Le studio de l'animation était brillant, mais n'avait jamais fait de long métrage. Le producteur était un producteur de vue réelle et n'avait jamais imaginé faire de l'animation. Moi, c'était la première fois que je faisais de la 3D informatique. Et je m'y suis trouvé très bien. Donc c'était une première fois pour un peu tout le monde. Ça a été un tournage intense et exemplaire. Tout le monde avait conscience d'une mission. De la femme de ménage jusqu'au producteur, tout le monde y croyait et pensait que ce film devait être fait. Nous aimerions beaucoup que vous nous disiez la place qu'a l'animation dans le paysage culturel mondial. L'animation est un art très puissant et qui, pour moi, est même plus puissant que la vue réelle. Je me sens plus libre et plus puissant qu'un réalisateur de vue réelle. Quand je veux quelque chose, je le dessine. Si je veux inonder Notre-Dame et faire une bataille navale, je n'ai pas à demander la permission à l'évêque. Je le dessine. Celui qui fait de la vue réelle, il va avoir du mal à faire une bataille navale dans Notre-Dame. Est-ce que vous pourriez nous dire maintenant ce que représente Annecy en tant que capitale mondiale de l'animation? Moi, je viens depuis, je crois, 1970. Je viens
à Annecy comme un pèlerinage immense. J'ai grandi avec Annecy et j'ai aimé passionnément le festival, la ville, le lac, les gens. J'ai aussi rencontré des Annéciens sensationnels. Et chaque fois que je reviens, je ressens mon émotion quand j'étais nettement plus jeune. À mesure que le train se rapprochait d'Annecy, mon cœur battait et je regardais tout le paysage. Je regardais le Fier qui creusait la roche. C'est un torrent, hein, pour ceux qui ne viennent pas tous les ans à Annecy. Et j'aimais la ville, oui. Et alors, pardon de vous couper, mais est-ce que vous pourriez nous donner un commentaire sur cette année qui est très particulière, où Annecy se pose comme capitale mondiale de l'animation avec la Cité? Alors, je suis très content. J'attends ça depuis, je ne vais pas le dire le nombre d'années. Annecy était capitale de l'animation. Au début, c'était une fois tous les 2 ans. Et Annecy ne profitait pas de ce succès réellement mondial. J'ai entendu parler d'Annecy la première fois quand j'étais étudiant à Los Angeles. Et j'ai découvert et la ville et le festival chez les Américains. Mes collègues américains, pendant la journée, faisaient de l'animation de pub et le soir, ils travaillaient pour Annecy. Donc, de retour en France, je me suis dépêché d'aller à Annecy. Alors, juste pour boucler, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que Annecy est devenue capitale d'animation toute l'année et plus une semaine par an? Ça change énormément les choses parce que d'abord, je l'ai visité, je pense que c'est une réussite, ce haras. Les Annéciens vont s'apercevoir qu'ils ont un trésor, beaucoup d'Annéciens qui ne sont encore pas au courant de l'énormité de ce festival. C'est effarant. Et j'en ai encore rencontré. Mais avec ça, ça va être dur de ne pas savoir. Alors, pour les Annéciens, ce sera facile, puis, mais qu'est-ce que pardon. vous direz? Pour les Annéciens, ce sera facile de s'en Ça, rendre pour compte. les Annéciens. Alors, Mais il y a pour autre les autres chose. La belle ville d'Annecy a des touristes continuellement. C'est vrai. Et les touristes continuels vont passer par ce joyau de la ville et ils vont repartir un peu partout dans l'Europe en ayant eu la leçon d'animation et un musée extraordinaire, un lieu extraordinaire. Et ils vont eux aussi, de leur côté, répandre l'animation. Voilà, merci Annecy.